Voilà, on va voir aujourd'hui le théorème de Korovkin, comment il implique facilement le théorème de Weierstrass, en étant beaucoup plus puissant, beaucoup plus général. Le théorème de Korovkin, c'est un théorème d'analyse fonctionnelle qui s'inscrit dans la théorie de l'approximation. On veut approcher des fonctions par des fonctions plus simples à traiter. Et on veut voir des conditions pour que ceci soit possible. Alors là, même si la théorie de Korovkin, bon, on en parlera peut-être un petit peu, est extrêmement large, on va regarder le théorème fondateur de Korovkin, qui est élémentaire. Hein. On se situe sur l'espace vectoriel E de fonction continue de 0,1 dans R. On dira qu'un opérateur est linéaire si c'est un endomorphisme de E. Et on dira qu'il est positif si U de f, à partir du moment où f est une fonction positive, alors U de f est aussi une fonction positive. Donc ça, plus la linéarité, ça va évidemment impliquer que si f est plus grand que g, alors U de f est plus grand que U de g. Voilà le théorème de Korovkin. Si Un est une suite d'opérateurs positifs sur E, on suppose que Un de EK converge uniformément vers EK pour k égale 0, 1 et 2. EK, c'est juste la fonction EK de x, c'est x puissance k, hein, d'accord. Donc c'est des fonctions polynomiales, hein, entre autres. Donc non seulement c'est des fonctions polynomiales, mais il n'y en a que 3. Alors Un de f converge uniformément vers f, d'accord, pour tout f, hein, dans E. Voilà. Donc, bon, on voit quand même la puissance. C'est-à-dire qu'on a 3 fonctions à vérifier et on a une convergence uniforme vers un certain f pour un Un de f. Donc vous voyez que c'est d'abord de l'approximation d'une fonction, hein, donc c'est un théorème d'approximation d'une fonction, mais avec un côté concret, hein, explicite. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on pourra construire, et c'est ce qu'on va faire après avec les polynômes de Bernstein, concrètement, hein, une suite qui converge vers une fonction fixée qui est continue. Alors vous voyez que ça se place dans l'analyse réelle, mais ça se place aussi dans le contexte de la compacité, hein, parce que c'est la compacité qui va primer. Alors comme toujours, hein, la preuve va commencer par le théorème de Hein. Hein, si f est dans E, on va fixer, alors dans la suite, on va fixer un certain nombre de choses, il faut savoir ce qu'on fixe et ce qui varie, mais ça c'est important. Hein. Donc on va fixer epsilon, du coup on a un état, donc epsilon strictement positif, on a un état strictement positif, tel que si valeur absolue de t moins x est strictement inférieur à état, alors f de t moins f de x en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon. Ça c'est le théorème de Hein. Parce qu'on est sur le compact 0. Maintenant qu'on sait ce qui se passe quand t moins x est strictement inférieur à état, regardons ce qui se passe s'il est supérieur ou égal à état. Comme ça, on verra tous les cas. Si t moins x est supérieur ou égal à état, alors t moins x au carré sur état carré, j'ai le droit de diviser par état parce qu'il est strictement positif, voilà, est supérieur à 1. 1 au carré, donc 1. Voilà. Ça a l'air tout bête, mais regardez maintenant ce qui va se passer, c'est que la valeur absolue de f de t moins f de x, qui par l'inégalité triangulaire est inférieure à 2 normes infinies de f, en norme infinie, hein, donc c'est le sup sur 0,1 qui existe bien parce que la fonction continue, c'est inférieur maintenant à 2 norme infinie de f, t moins x carré sur état carré. Oui, puisque là, j'ai écrit que 1 était inférieur à ça. Voilà. Ça a l'air de rien, mais maintenant, on a un majorant pour f de t moins f de x pour tout x et t. C'est-à-dire c'est inférieur dans le premier cas à epsilon, et dans le deuxième cas à cette formule-là, donc c'est inférieur à la somme dans les deux cas. Voilà. Alors maintenant que j'ai cette inégalité, je vais quand même faire un tout petit quelque chose pour transformer cette inégalité qui est dans R en une inégalité dans l'espace des fonctions,
l'espace des fonctions qui est muni, d'accord, d'un ordre, hein, l'ordre des fonctions, hein, f est inférieur à g si f de t est inférieur à g de t pour tout t. Donc ici, on a un quel que soit t, et je fixe x. Donc, x est un paramètre, hein, voyez-le pour l'instant comme un paramètre, et que cette inégalité, c'est l'inégalité entre deux fonctions de la variable t. Donc maintenant, en tant que fonction, ça c'est la fonction qui est ici, où E0 c'est la fonction 1, hein, c'est la fonction ici, E0 de x est égal à 1, c'est la constante 1. Donc ici, on a valeur absolue de f moins f de x E0 en tant que fonction est inférieure à epsilon E0. D'accord, j'ai remplacé, bien sûr, hein, je dois tout écrire avec des fonctions. Donc je dois écrire cette inégalité comme une inégalité dans E. Plus 2, ben, voilà, norme infinie de f. Et ici, j'ai développé, donc là, vous comprenez que j'ai t2 moins 2x t plus x2, d'accord? Ça devient E2 comme fonction, moins 2x1 plus x2 E0, et sur état 2. Voilà la chose. Alors maintenant, on va partir de ceci. Si U est un opérateur linéaire positif, alors je vais pouvoir passer par U en respectant l'inégalité. Et je pourrais utiliser la linéarité aussi de U. Donc ici, je vais avoir U de ça est inférieur à epsilon U de 0 plus 2 norme infinie de f, ben, U de 2 moins 2x U de 1 plus x2 U de 0. Mais maintenant, je vais remarquer que U étant un opérateur linéaire et positif, j'ai que la valeur absolue de U de f est inférieure à U de la valeur absolue de f. Bon, ça c'est très rapide, puisque f, bon, f est compris entre, bon, il est plus petit que la valeur absolue de f, et il est plus grand que moins valeur absolue de f. Donc maintenant, je peux passer ça par U, et par linéarité, j'ai moins U de valeur absolue de f, inférieur à U de f, inférieur à U de valeur absolue de f. Et d'où ce résultat qui est très simple. Donc ça va me donner, au final, que la valeur absolue de U de f moins f de x, E0, voilà, est inférieure, d'après ça, à U de la valeur absolue de ça, mais U de la valeur absolue de ça, c'est inférieur à ça, epsilon U de E0, plus 2 norme infinie de f sur état 2, de U de E2, moins 2x U de 1, plus x2 U de E0. Voilà un résultat que je garde au chaud, et qui va maintenant me servir, parce que vous voyez que ça ne fait intervenir que les fonctions E0, E1, E2, d'accord, grâce au développement ici hein, qu'on a eu. Alors donc là maintenant, on va essayer de montrer que UN de f converge uniformément vers f sur 0,1 pour tout f. Donc on fixe cette fonction f, hein. UN de f moins f, c'est ça qu'on va essayer de faire tendre vers 0 uniformément. D'abord, eh bien, justement, je fais apparaître ce UN de f moins f de x E0 sur lequel j'ai des renseignements ici. Donc, du coup, par linéarité, ça veut dire que j'ai fait une erreur, il faut que je compense en ajoutant f de x UN de E0, et ensuite je récupère moins f. Donc, j'ai deux termes, un ici et un là. Donc maintenant, j'applique tout ça en x. Donc ça fait UN de f moins f de x0, là, le tout, ça c'est une fonction, hein, évidemment, de x, que je vais appeler hn de x, ici, et plus, là, bah, f de x un e0 de x, moins f de x. Voilà. Ça veut dire que quand je vais majorer la valeur absolue de ça, je vais avoir par l'inégalité triangulaire ben, valeur absolue de hn de x plus valeur absolue de ce qui est ici. Alors maintenant, regardons
ce terme-là, il est facile hein, à majorer. Parce que ici, vous pouvez mettre f de x en facteur, donc majoré par la norme infinie de f fois la norme de un de E0 moins E0. Hein, parce que ici, il va rester la fonction 1, d'accord, quand on aura mis en facteur, donc E0. Donc ici, on sait que un de E0 moins E0 infini va tendre vers 0. Donc, lui, ne va pas nous poser de problème. On va avoir une majoration uniforme en x. Maintenant, celui-ci. C'est pour celui-ci, hein, d'accord, qu'on va utiliser, qu'on va ressortir cette inégalité qu'on avait mis au chaud. Donc, la valeur absolue de Hn de x, c'est exactement ce truc-là. Et c'est inférieur à donc epsilon. Donc ici, avec un, hein, je remplace u par un là-dedans. Et c'est inférieur à epsilon un de 0 plus 2. Bon, voilà, hein, norme infinie de f sur état 2. Et cette chose-là. Donc, ici, Hn de x, par l'inégalité triangulaire, je vais le majorer par epsilon norme infinie de un de 0, plus 2, voilà, norme infinie de f sur état 2, et je vais avoir cette chose-là. Vous pouvez mettre des valeurs absolues ici, ou pas, hein, de toute façon, ça c'est positif. Hein. Donc, ici, regardons ça comme une fonction, mais ça c'est la fonction x, d'accord? Donc ça c'est la fonction E1, là c'est la fonction E2, d'accord? Et ici j'ai un, voilà. Donc, il va falloir, ici, donc lui, ce terme-là, c'est bon. Il reste à majorer uniformément par quelque chose de très petit, lui. Mais lui, il est scindé en deux. Il y a lui, maintenant, qui ne pose plus de problème. Parce que epsilon, on va le prendre aussi petit qu'on veut. Et lui, étant donné que un de 0 converge, ça va être majoré. Donc il va y avoir un majorant. Et ce terme-là ne nous pose plus de problème. Ce terme-là, il est, voilà, quoi, il est fixé. Et ici, on va avoir, il n'y a plus qu'à, en quelque sorte, majorer par 0 ce terme-là. Donc, je prends la fonction gn égale un-e2 moins 2e1 un-e1 plus e2 un de e0, d'accord? Voilà. Et il va falloir que je montre que cette fonction tend uniformément vers 0. Alors, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va se faire avec une inégalité triangulaire. Parce que, justement, si vous prenez juste E2 moins 2E1, E1 plus E2, E0, si vous regardez ça, c'est x2, moins 2x2 plus x2, ça fait 0. D'accord? Donc, je ne change rien si je soustrais gn moins ceci. Donc ici, je vais avoir gn qui va être inférieur à un e1 moins e2, pardon, moins e2, infini. Hein. Ensuite, plus, tant qu'à faire, 2 e1 infini un de e1 moins e1 infini, et plus e2 infini un de e0 moins e0 infini. Voilà. Et de cette manière, on voit que, d'après les hypothèses, comme un de f converge uniformément vers f pour juste ek, voilà, ça va suffire pour obtenir que ça converge uniformément vers 0, parce que ça c'est majoré, ça tend vers 0, ça c'est majoré, ça tend vers 0, et ça tend vers 0. Alors, on peut se poser des problèmes sur les rapports entre epsilon et état.
Hein, donc, bon, moi ce que je préconise, c'est de fixer epsilon, de faire tendre n vers l'infini, ce qui va faire que ici, j'aurai 0, et je vais avoir ici, à la limite, un epsilon avec ici un majorant. Voilà. Donc maintenant, comme ce sera vrai pour tout epsilon, on gardera l'inégalité pour tout epsilon, ça voudrait dire que ça tend bien vers 0. Donc ici, on a bien exactement ce qu'on veut, et c'est terminé. Alors peut-être on peut parler un petit peu des extensions du théorème de Korovkin. Hein. Vous remarquerez donc que ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé juste 3 fonctions où, en vérifiant que des opérateurs positifs, alors évidemment les opérateurs positifs, là c'est essentiel dans cette histoire, ben, à partir du moment où la suite d'opérateurs positifs converge uniformément vers EK, juste pour 3 fonctions, alors ça va être vrai pour tout f. C'est complètement bluffant. D'accord? Si vous regardez bien le truc, c'est absolument délirant. Hein. Ça semble complètement contre-intuitif, hein, cette histoire. Alors après, ben, on se dit, ben, dans d'autres espaces de fonctions, on peut chercher des systèmes finis, comme ça, hein, qui vont être appelés des systèmes de Chebyshev, qui vont permettre d'assurer la convergence uniforme, ou juste en vérifiant sur ce système fini, alors on a la convergence pour tout f. Donc ça, c'est le point de départ, hein, ce théorème, il faut le voir comme le point de départ d'une théorie qui demande absolument la compacité. Donc après, vous partez d'espace métrique et puis après vous partez là-dedans. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer à une petite application au théorème de Weierstrass, l'application classique de Korovkin. Alors, on va voir l'application classique du théorème de Korovkin, c'est le théorème de Weierstrass. On regarde donc toujours l'espace vectoriel des fonctions continues du compact 0,1 dans R, et on va introduire ces polynômes bkn de x égale k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. D'accord? Bon, c'est facile, et on va le voir d'ailleurs, de voir que la somme, pour k égale 0 à n de ça, ça fait 1. C'est-à-dire que pour n fixé, les bnk, alors k et n, hein, évidemment, c'est des entiers positifs, et k va de 0 à n. Pour n fixé, les bnk, ça va être une espèce de partition de l'unité. Hein. Voilà. Donc, ici, on va introduire cet opérateur bn qui a une fonction f de e, donc, hein, bn de f, c'est la somme pour k égale 0 à n de f de k sur n, b, kn de x. Donc c'est une somme de ces fonctions-là pondérée par f de k sur n. Bon, et ce qu'on peut remarquer, c'est que bn de f, c'est bien une fonction de e, de toute façon bkn, c'était des fonctions de e, mais c'est des fonctions sur 0,1, mais ce sont des fonctions polynomiales sur 0,1. Donc, le fait que Bn de f converge uniformément vers f sur 0,1, ce qu'on va prouver maintenant, va prouver beaucoup plus, c'est qu'on va avoir des fonctions polynômes qui convergent uniformément vers une fonction f avec une construction explicite. Ça c'est la partie quand même importante du théorème de Korovkin, c'est que c'est quelque chose de positif. Hein. Maintenant, montrons justement ceci. Alors Bn est clairement positif, ce sont des opérateurs, hein, donc c'est linéaire. Hein, d'accord, on voit bien que c'est linéaire en f, parce que c'est de l'évaluation en f qui est linéaire, et puis on multiplie par des fonctions. Donc c'est linéaire, c'est positif. Hein, si f est positive, étant donné que ça c'est positif sur 0,1, c'est clairement positif, Bn de f est clairement positif. Donc on a bien, comme dans le théorème de Korovkin, des opérateurs positifs. Et c'est une famille. Alors maintenant,
qu'est-ce qu'il faut pour montrer que Bn de f converge uniformément vers f? Il suffit de le montrer juste pour 3 fonctions. Bon, vous allez voir que déjà pour 3 fonctions, c'est pas facile. E0, ça va. E1, bon. E2, là, ça devient compliqué, donc il était temps que ça s'arrête. Regardez, Bn de 0 de x, c'est ce que je vous ai dit sur la partition de l'unité. Donc c'est somme de k égale 0 à n de, ici vous allez avoir 1, puisque 0 c'est la fonction 1. Donc juste bkn de x. Donc on reconnaît la formule du trinôme, ici, et donc on reconnaît le développement de x plus 1 moins x puissance n. Mais ça fait 1 puissance n, donc c'est bien E0 de x. Bon, maintenant, Bn de E1 de x. C'est la somme de k égale 0 à n de k sur n, bk sur n de x. Ça fait la somme, alors ici, le k égale 0, ça va donner un terme nul, je l'élimine, et donc j'ai plus que la somme de k égale 1 à n, et là, je vais avoir une formule qui va m'aider, qui s'appelle la formule d'absorption. Donc c'est k sur n, k parmi n est égal à k-1 parmi n-1. Donc ça, vous voyez que vous avez... c'est vrai immédiatement dès qu'on regarde la formule qui donne ça en fonction des factoriels. Bon, on va s'en servir, et donc on va multiplier k sur n par k parmi n, et ça va nous donner ça par la formule d'absorption. Et là, je remarque que n-k, ça fait n-1 moins k-1. Donc je reconnais encore une formule du binôme, à condition qu'ici j'ai k-1. Donc je mets x en facteur. Le fait d'avoir de k égale 1 à n, ça va me permettre de faire le changement de variable k' égale k-1. Et je reconnais finalement, une fois que j'ai mis en facteur x, le développement de x plus 1 moins x puissance n-1. Donc qui fait 1, et donc il ne reste plus que x, et donc E1 de x. Donc, maintenant, il reste à montrer la même chose pour Bn de E2. Bn de E2, il va falloir une formule d'absorption un peu plus absorbante, d'accord, de gros sopalin, et ici on va avoir K2 sur N2 K parmi N. Regardez ce que ça fait. Déjà par la première formule d'absorption, ça fait K sur N fois n-1, k-1. Maintenant, il faudrait que j'ai n-1 là et k-1 là pour pouvoir itérer. Alors, pour le k, ça va être facile. Je vais faire k-1 plus 1. D'accord? Donc, ça va me donner k-1 sur n, n-1, k-1, plus 1 sur n, à cause du plus 1, n-1, k-1. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder ça. Et k-1 sur n, il faudrait que j'ai n-1 ici pour utiliser ma formule d'absorption. Donc je multiplie par n-1 et je divise par n-1. Comme ça, je multiplie par n-1, j'ai n-1, il me reste le sur n, et là j'applique ma formule d'absorption, j'ai n-2 kn-2. Donc voilà ma nouvelle formule d'absorption qui va être parfaite pour étudier Bn de E2 de x comme j'ai étudié Bn de E2. Voilà, avec cette deuxième formule d'absorption, on va attaquer le calcul de Bn de E2 de x. Bon, c'est assez tout droit quand même, si on a déjà fait celui de E1. Donc ici, on va commencer par regarder le terme 0. Le terme 0, il est nul, parce que là on a K2 sur N2. Le terme en 1, il va nous donner 1 sur n au carré et fois n, puisque c'est le coefficient binomial n1. Donc il y a n qui disparaît, on va avoir 1 sur n et x facteur de 1 moins x n moins 2. Ce qui va nous permettre de sommer sur de k égale 2 à n, comme on avait fait ici, mais pour 1. Voilà. Donc on a, voilà la formule, ici, où j'ai déjà préparé pour reconnaître ici une formule de binôme. Donc là, lui, je le garde de côté. Là, j'utilise ma deuxième formule d'absorption. Donc j'ai n-1 sur n, n-2, k-2, comme ici, et 1 sur n, n-1, k-1. Bon, le reste,
c'est pareil. Donc là, je ne fais rien du tout. J'ai toujours k qui va de 2 à n. Alors ici, k qui va de 2 à n, c'est bien parce que je vais pouvoir mettre en facteur x carré. Et ici, il va me rester quoi? Si je mets en facteur x carré, il va me rester k moins 2. Et là, n moins k, dont je remarque que c'est n moins 2 moins k moins 2. Donc je peux faire mon changement de variable. Et je retrouve, comme tout à l'heure, donc juste x2 fois 1 puissance k-2, n-2, pardon. Et ici, j'ai ça. Donc, voilà mon deuxième terme. Maintenant, il faut que je m'occupe de ça. Alors, par contre, là, je vais avoir un problème parce que je vais avoir k-1, je vais mettre x en facteur, n-1 moins k-1, mais là, k part de 2. Donc, il part un peu en retard. Il faudrait avoir k égale 1 à n. Donc, il faudrait ajouter et enlever le premier terme. Donc, le premier terme, bon, c'est vite vu que c'est celui-ci. Et donc, ici, je vais avoir x moins, après, une fois que j'ai ajouté le premier terme, là je reconnais x, je mets x en facteur, et je reconnais le développement de 1 puissance n-1, comme tout à l'heure, j'ai ça. Donc maintenant, je vais finir sur n-1 sur n, x2 plus 1 sur n, x, une fois que j'ai fait la simplification. Alors lui, il est là, 1 sur nx, c'est bon, et là, je simplifie ce terme moins avec ce terme-là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit peu le bilan des courses, parce qu'on a montré uniquement des convergences simples, et non pas des convergences uniformes, si vous avez remarqué. Alors, attaquons la convergence uniforme maintenant, parce que c'est ça qu'il nous faut pour E0, E1 et E2. J'ai montré que Bn de E0, c'était carrément E0, quel que soit n, d'accord? C'est ça que j'ai montré. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci, ça converge uniformément, puisque c'est constant. Bn de E1, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que c'était égal à 1, donc pareil. En revanche, Bn de E2, alors regardez, je vais développer ici, là c'est x2, d'accord, moins 1 sur n x2. Donc je peux mettre en facteur 1 sur n ici, et Bn de E2, si je dois avoir une égalité de fonction, j'ai E2 plus 1 sur n, donc on va dire E1 moins E2 sur n. C'est exactement ce que dit ceci. Voilà. Alors, oui, ça prouve bien, hein, d'accord, puisque E1 moins E2 est borné sur 0,1, et que là on divise par n, ça prouve bien que Bn de E2 converge uniformément vers E2. Donc j'ai bien ce que je voulais, j'ai toutes mes convergences uniformes pour ma petite famille de fonctions, hein, c'est ce qu'on appelle un système de Chebyshev, de fonctions qui suffisent à montrer les choses, et on va avoir que Bn de f, pour tout f, converge uniformément vers f, pour tout f de E, hein, sur 0,1. C'est chouette. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on aimerait voir les choses. Alors c'est intéressant de voir les fonctions bkn. Donc pour n fixé, ça va être des fonctions qui sont comme ça, qui vont avoir une petite préférence pour k sur n. Donc il va y avoir cette petite préférence pour x égale k sur n. Donc hop, un petit maximum en k sur n. Bon, donc voilà les polynômes de Bernstein. Bkn, que j'ai appelé Bkn. Alors n, bon, on a pris égal à 20, c'est cette courbe entre 0 et 1. Et voilà, maintenant, après avec le curseur, on fait varier k, k égale 0. Et vous voyez que là, il va avoir un maximum ici, là, en fait, en un vingtième, hein, s'il y a 2, ça va être, hop, après, etc. 4, k égale 4. Et donc, voilà, son maximum est là. Voilà toutes les fonctions. Et là, évidemment, pour n égale 20, on part là-dessus, quelque chose de bien aplati. Voilà ce que je voulais dire. Et ici, ça veut dire que f de k sur n va être un peu
privilégié. Et du coup, ça va sur K sur N, pour K sur N, ça va tendre vers F, puis après, ben, c'est le fait que Q est dense dans R. Donc, bon, je vous dis ça, c'est plutôt la façon intuitive d'aborder le truc, évidemment. Il n'y a rien de rigoureux dans ce que je vais dire, mais c'est intéressant d'en avoir une approche et de regarder ça avec les yeux, quoi.